Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu de très très bonnes lectures cette semaine. Moi, pour ma part, je vais vous parler de 3 romans que j'ai lus dernièrement. J'aurais bien aimé vous parler de la lecture commune que j'ai faite avec Lisa et Kero, mais je n'ai pas encore terminé de le lire. Donc voilà, cette semaine j'ai eu un peu moins de temps pour lire. J'ai été très très très, mais alors très 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 occupée au boulot. Donc voilà, sans plus attendre, hein, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous parler de Cœur vaillant d'Olivier Bonnet, publié aux éditions Maya. Je vous mettrai la couverture du roman. C'est un service presse que m'a envoyé directement l'auteur, qui m'a contacté par la page Facebook de mon blog. Il a découvert ma chaîne du coup et voilà, son contenu l'intéressait et il m'a proposé son roman. Alors on est en 1800 et des baluches dans un petit village qui s'appelle la Tête de Bûche, euh, pas très loin de la dune du Pilat. Et le roman commence avec l'abandon d'une petite fille dans un couvent de bonnes sœurs, dans ce qu'on appelle la boîte à abandon. Voilà, les mamans qui viennent d'accoucher et qui souhaitent abandonner leur bébé, les mettent, voilà, se dirigent du coup vers le couvent et à un endroit particulier. Voilà, il y a une petite trappe où on met le bébé dans une boîte et le bébé est récupéré par les sœurs du couvent. Et donc voilà, c'est ce qui se passe. Il y a une petite fille qui est abandonnée, qui est placée dans cette boîte. Cette petite fille va s'appeler Marie. Elle va être confiée à un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants et enfin, qui ont des difficultés à avoir des enfants. Et ce couple travaille pour la sardinerie du coin. Le monsieur pêche la sardine. Le papa pêche la sardine, il va sur son petit bateau pour aller pêcher la sardine, et la maman travaille à l'usine de la sardinerie, qui, elle, du coup, elle met les sardines en boîte. Donc voilà, l'histoire commence comme ça. Donc la petite fille est vraiment entourée d'amour, elle vit dans une famille aimante, elle est pleine de vie, et elle rencontre un petit garçon de son âge, un jour où elle va accompagner son papa et elle regarde son papa partir à la pêche, et elle croise un petit garçon qui s'appelle Jean. Son papa aussi pêche la sardine et ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Ils vont tout leur temps libre, ils vont le passer ensemble. Et ils vont tout le temps être fourrés ensemble, ils vont faire les 400 coups, lui va lui apprendre à nager. Bref, ils sont unis comme les deux doigts de la main, jusqu'au jour où Jean va aller à l'école. Parce que voilà, son parrain, non, c'est pas son parrain, le maire du village, qui est très bon ami avec les parents du petit garçon, estime que il faut donner la chance à ce petit garçon de connaître une autre vie que, euh, que la pêche de la sardine, parce que la pêche de la sardine, ça ira forcément qu'un temps. Et il veut donner la chance à ce petit garçon d'avoir une autre vie que la pêche à la sardine. Donc du coup, le papa, qui souhaite également le meilleur pour son fils, même s'il n'a pas les moyens d'assurer cette instruction à son fils, accepte, parce que va y avoir une subvention, une bourse, une sorte de bourse, qui va permettre à Jean d'aller à l'école. Le problème, c'est que les filles n'ont pas le droit à cette instruction. Les petites filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Voilà, tout ce qu'elles ont le droit, c'est de suivre, c'est de suivre une éducation religieuse avec les bonnes sœurs, hein, mais c'est tout. Hein, l'école, pot de balle, que chi, que dalle. Donc, donc elle est très triste d'apprendre que son copain va à l'école et pas elle, mais il lui promet de lui enseigner tout ce qu'on lui apprendra. Donc il va lui dispenser des leçons. Son parrain également, le maire du village, va dispenser quelques leçons à Marie également, parce que le parrain de Marie, c'est le maire du village, chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Et voilà, l'histoire va se construire comme ça, entre la relation entre Marie et Jean.
On va les voir grandir, on va les voir évoluer, et on voit aussi l'évolution du village par le biais, voilà, par le biais qui vit uniquement de la sardine, et qui est un tout petit village qui est reclus avec la mer d'un côté, la dune du Pilat de l'autre, et c'est tout. C'est vraiment un village qui est très très reculé. Et au fur et à mesure du roman, on va voir le destin de ces personnages évoluer, et également le destin du village changer aussi avec toute la modernité qui va être apportée par ces jeunes gens qui vont s'émanciper peu ou prou du village et apporter la modernité au village de la tête de Puche. Parce on va apprendre énormément de choses. Les personnages vont avoir accès à la médecine, au progrès de la médecine, ils vont avoir accès au progrès juridique, ils vont même être acteurs de ces progrès, et tous ces progrès, ils veulent en faire bénéficier leur village natal, ils veulent faire bénéficier de ces connaissances et de ce progrès aux gens de leur village pour qu'ils aient une meilleure vie. J'ai trouvé ça très très chouette. On va voir le progrès médical en matière d'hygiène, parce qu'ils vont s'apercevoir que beaucoup de maladies peuvent être évitées à partir du moment où on a une hygiène corporelle saine. Voilà, tout simplement, voilà, on évite les maladies tout simplement en se lavant. Voilà, chose qui n'était pas à l'époque, qui ne tombait pas sous le sens. Maintenant, voilà, on se lève le matin, on va dans la salle de bain, on va se laver. Voilà, on se lave. C'est des choses qui sont innées maintenant chez nous, à notre époque, mais à cette époque-là, ça n'était pas, voilà, c'était pas le cas. Et un des personnages va apporter énormément de choses à son village. Il va éradiquer un certain nombre de maladies, ne serait-ce qu'avec, il va commencer par cette petite pierre à l'édifice, ne serait-ce que par se laver, tout simplement. Un autre personnage va aussi amener énormément de progrès en matière juridique et en matière pénale. Parce qu'il va y avoir un personnage qui va subir un viol. Je dis, il faut trouver ça. Quand on voit l'âge de la victime, c'est particulièrement compliqué. Et comme elle avait 13 ans à l'époque des faits, elle avait la trouille, forcément, de dénoncer son violeur. Du coup, elle a vécu avec toute cette culpabilité, avec ce poids sur elle. Et arrivée à l'âge adulte, elle a enfin trouvé le courage de dénoncer son violeur. Il va y avoir procès, et au cours du procès, le verdict ne va pas être ce que tout le monde attendait, tout simplement à cause de la question du consentement. Il y avait un flou juridique en matière de consentement de la victime, et du coup le violeur s'en tire sans peine de prison. Il s'en tire pas avec les honneurs, mais il n'est pas condamné. Et ce personnage va n'avoir de cesse que de faire reconnaître le consentement dans le crime que constitue le viol. Et l'âge aussi, et surtout l'âge, parce que je vous dis, le personnage avait 13 ans à l'époque des faits, et la question de l'âge et la question du consentement vont être admis dans la loi en matière de viol. Et c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, si on voit toute l'évolution sociétale de la France à l'époque, sous le prisme du petit village de Gascogne. Alors on a droit aussi, alors l'auteur a beaucoup insisté aussi sur les us et coutumes de la Gascogne de l'époque, toutes les traditions, notamment la tradition du mariage. Où on a la tradition du mariage à partir du moment où le gars demande la main de la fille, jusqu'au on a toute la description du banquet de mariage par le menu. Je trouvais ça un chouïa long. C'était intéressant, mais tout décrire par le menu, c'était pour moi, je trouvais que c'était un peu long et que ça coupait un petit peu le récit. Mais en revanche, voilà, on apprend énormément de choses
sur les us et traditions de cette région que je ne connais pas du tout en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, surtout l'évolution du personnage de Marie, qui est passée de la petite fille illettrée à une jeune femme avec une bonne situation sociale, une femme intelligente une femme aimée du coup, hein, parce que c'était pas gagné, hein, c'était quand même une petite fille qui avait été abandonnée, elle a quand même souffert de ça, même si sa famille d'accueil était très très aimante, elle a particulièrement aussi souffert de ce processus d'abandon. Mais voilà, c'était une très très bonne découverte, je suis très contente que l'auteur m'ait proposé son roman, je vous encourage vivement à le découvrir, hein, si vous voulez découvrir un petit peu l'évolution sociétale de la France à cette époque-là et si vous voulez un petit peu voyager dans cette belle région qu'est la Gascogne. Alors ensuite, j'ai lu L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel, publié aux éditions Mazarine dans leur collection Thriller. Alors, j'ai eu ce service presse numérique par le biais de la plateforme NetGalley. Je l'ai sollicité parce que j'aime beaucoup ce que fait Armel Carbonel. J'avais eu un énorme coup de cœur pour son premier roman Criminal Loft, que je vous encourage vivement à découvrir aussi par la même occasion. Ici, on va commencer le roman avec un huis clos. Pendant toute la première partie, on va être dans un huis clos où on retrouve 5 auteurs de romans, pour la plupart des policiers. 5 auteurs de romans qui vont se retrouver dans une maison en... Il laisse la couverture, mais il laisse la couverture. Dans une maison en Alabama, je crois, maison qui a été le théâtre en 1965 d'une tragédie liée aux exactions du Ku Klux Klan. Cette maison était le domicile d'un écrivain noir qui avait épousé une femme blanche. Alors, je ne vous raconte pas, à l'époque, c'était plus qu'un crime aux yeux du Ku Klux Klan, c'était une aberration, une abomination. D'autant plus que ce couple avait eu un enfant. Alors, je vous raconte même pas le scandale que ça... Ouais, bon, bref, ils ont massacré cet homme et cette femme avant de foutre le feu à la maison. Et voilà, du coup, Crescent House, parce que c'est le nom de la maison, a une réputation, a nourri la légende, parce qu'il y a plusieurs versions des faits qui ont été faites sur cette tragédie. Et voilà, du coup, la personne qui a eu l'idée l'auteur qui a eu l'idée de rassembler ces 5 auteurs dans cette maison estimait que voilà, c'était idéal pour créer des bons temps d'écriture et que c'était idéal pour nourrir un peu l'imagination fertile de ces auteurs. Sauf que, bien évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Dès leur arrivée sur site, il y en a déjà un qui a disparu, et au fur et à mesure du temps et des jours qui passent, d'autres auteurs disparaissent. Donc forcément, il y a un climat anxiogène qui va se créer dans cette maison avec les restants, avec les personnages restants. On se dit, bon bah voilà, pendant toute la première partie dans ce huis clos, on a un peu les codes, les codes de films d'horreur à la Scream, enfin bref, à tous les films d'horreur où on est dans une maison, on a plusieurs habitants, et il y en a un qui disparaît. Il y en a un qui entend un bruit suspect dans le jardin, il va voir dans le jardin, il revient jamais. Il y en a un qui entend un bruit au grenier, il va voir, il revient jamais. Bref, ils sont tous ensemble, et puis il y en a un qui va dans une autre pièce et qui ne revient jamais. Ici, on est à peu près dans le même acabit, on se dit... Bon, oui, bon, voilà, ils vont tous disparaître, ils vont en rester qu'un, qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, je me disais, où est-ce que l'autrice va nous emmener? Parce que ça m'étonnait quand même d'Armel Carbonel qu'elle nous fasse un plan de ce genre. Et puis, la deuxième partie arrive, et là, on va avoir un policier qui va enquêter
Parce que bien évidemment, à côté dans la petite ville à côté de Crescent House, il va y avoir un meurtre d'une famille qui va être complètement décimée. Ils vont être tous massacrés. Et il va enquêter justement sur cet assassinat. Il va aller aussi à Crescent House pour interroger les gens, pour voir s'ils n'ont pas eu vent de quelque chose. Mais voilà, on voit un tout petit peu dans la première partie, mais sans plus. Et par contre, la deuxième partie se focalise un peu plus sur cet enquêteur et il va un peu plus mener l'enquête sur les disparus de Crescent House. Et là, le roman prend une dimension propre à Armel Carbonell, cher à Armel Carbonell. Et voilà, moi qui m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé l'enquêteur, j'ai beaucoup aimé la voie qu'a pris l'autrice pour emmener son roman. J'ai deviné la fin, j'avais deviné le comment du pourquoi, mais il y a eu quand même une petite ouverture à la fin que j'avais vu arriver, mais que je pensais pas que l'autrice allait mener jusque-là. Mais ça reste un très très bon. Voilà, ça reste un très. Alors la deuxième partie pète tout. Je vais vous dire, hein, voilà, la deuxième partie pète sa race. La première partie met en place le truc, mais moi quand je l'ai lu, je me dis oh, bon bah, il va se passer quoi au bout d'un moment. J'avoue que j'étais pas tellement surprise par cette première partie, mais alors la deuxième partie rattrape réellement le coup. Voilà, sans être un coup de cœur, c'est un très très bon roman. J'ai passé un excellent moment avec ce roman, avec l'Empereur Blanc, avec la plume d'Armel Carbonell. On est quand même parti dans la deuxième partie dans un truc psychologique que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai deviné la fin. Ça reste quand même un très très bon moment de lecture. Je vous encourage vivement à découvrir la plume d'Armel Carbonell. Alors il faut savoir que dans ses romans, elle aime bien situer ses romans dans un lieu en particulier. Dans Criminal Love, c'était dans un ancien sanatorium où elle avait fait une télé-réalité avec des criminels. Et là, je peux vous dire que ça envoyait du pâté quand même. Je vous encourage vivement de découvrir Criminal Loft. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille aussi L'Empereur Blanc, qui va vous faire passer un très très bon moment de lecture, tout en sachant que moi, pour ma part, j'ai vraiment plus préféré la deuxième partie que la première. Et enfin, je vais vous parler d'une fin de série. Alors, pas d'un roman solde, hein. Quand je parle de fin de série, c'est de la fin d'une saga et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de La Légende des Quatre, le quatrième tome, Le Clan des Aigles, de Cassandra O'Donnell, paru aux éditions Flammarion Jeunesse. Je vous avais dit que lors de ma toute première vidéo sur cette chaîne, que La Légende des Quatre était une de mes séries coup de cœur de 2019. Et c'était avec une certaine fébrilité que j'ai entamé la lecture de ce quatrième tome, parce que ce quatrième et dernier, donc je me disais que c'était le dernier où j'allais passer un moment avec les personnages qui m'ont tellement porté durant cette saga. Et ici, bah voilà, on est à l'affrontement final entre les humains et les yokai. Et là, sur ce quatrième volume, on est un peu plus centré, donc, du coup, sur le clan des aigles, avec Nell, qui est ici, qui est l'héritière du clan des aigles, donc. Et on va s'attacher un peu plus à elle dans ce quatrième volume, bien que toute l'histoire concerne l'ensemble des quatre clans yokai et des humains, bien évidemment. Alors, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe là-dedans, parce que on en est quand même au quatrième tome et je ne voudrais pas vous spoiler la série. Néanmoins, ici, il y a eu une scène en début du roman, elle m'a choquée, tellement elle était violente. Je m'attendais absolument pas à ça. Pourtant, on en a des scènes violentes tout au long de la série, parce que bon, les combats entre yokai et humains, ça se fait pas non plus dans la tendresse, mais c'est suggéré. Voilà. Tout est dans la suggestion et tout se fait dans l'imagination du lecteur. Là, cette scène-là, je l'ai eu visuellement
Je l'ai vue, hein, cette scène-là, et franchement, ça m'a choquée. Je dis, waouh! Eh ben, non, c'est quand même un roman yogi, putain, mais enfin, quand même, hein, on se prend ça dans la tronche. Moi, je m'y attendais pas. Bref, mais ça m'a pas, voilà, ça m'a pas empêché de lire la suite, parce que la décision que vont prendre les 4 héritiers des clans, voire même l'ensemble des clans, euh, c'est une décision qui va conditionner l'avenir des humains et des yokai. Et j'ai trouvé le chemin que prenait l'autrice vers cette fin était intelligente, même si je m'attendais à un peu plus de bim bam boum. C'est une fin intelligente, c'est une fin pleine d'espoir dans, dans l'avenir de l'humanité et des yokai. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que voilà, la fin de cette saga était un tout petit peu en deçà de ce que j'attendais sur toute la série. Voilà, le premier tome, il m'avait subjugué, le deuxième tome aussi. Le troisième tome, je sentais une attention un peu moins, même si les personnages étaient... voilà, c'était plutôt l'histoire qui avait un petit coup de mou, mais les personnages étaient continuaient à être tout à fait fascinants. J'avoue que Wan, l'héritier du clan Serpaille, il a eu une évolution magistrale entre le premier tome et le dernier. Je pense que c'est quand même celui qui a le plus évolué dans cette série. Voilà, bon, le clan des Serpailles, hein, c'est le clan le plus sanguinaire, hein, quand même, et le plus retors des clans yokai. Euh, j'ai beaucoup aimé ces personnages, ces 4 héritiers, même si j'ai trouvé que Bregan, l'héritier du clan des tigres, était un peu en retrait, surtout à partir du troisième tome. Il avait un rôle un peu moins prépondérant. J'aurais bien aimé aussi avoir un peu plus de détails sur le petit frère de Brennan, de Bregan, Mika, qui a quand même eu un rôle pendant tout le roman, et la petite Louve aussi, avec qui il est ami. Ils ont fait les 400 coups tous les deux. Enfin voilà, c'était des jeunes, mais ils faisaient des conneries, mais qui étaient rattrapés par les grands. Mais ils étaient tellement touchants parce voilà, c'était des peluches. Voilà, c'était un bébé tigre et puis un bébé loup, donc bon, forcément, ils sont attendrissants mais ça reste quand même des bêtes en devenir, enfin, des animaux en devenir. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur leur avenir à eux deux. Alors peut-être que c'est une porte ouverte à d'autres, à une série spin-off, on ne sait jamais. Je ne sais pas ce que Cassandra O'Donnell a l'idée de faire, ou si c'est vraiment le clap de fin sur la légende des cadres. Mais en tout cas, c'est une saga que je vous conseille vraiment pour vos ados, même si vous êtes adulte. Si vous êtes adulte, vous pouvez lire cette série. Moi, franchement, j'ai adoré, parce qu'il y a beaucoup de messages quand même qui passent dans cette saga, et des messages qui peuvent être entendus et compris par des adultes. C'est vraiment une très très bonne saga, je vous la conseille vraiment. Ça reste une de mes sagas coup de cœur, bien évidemment. J'ai refermé le livre avec une certaine nostalgie de cette saga, qui restera dans mes mémoires un certain nombre d'années, parce que franchement, c'était super bien écrit, c'est super addictif, les personnages sont forts, sont attachants, et euh, l'histoire est très très intéressante. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés, pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. J'espère vous avoir aussi donné envie de découvrir ces romans si tel n'est pas le cas, si vous ne les connaissiez pas. J'attends vos commentaires sur cette vidéo. J'espère qu'ils seront nombreux, parce que j'aime beaucoup discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne.
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.